Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le moment fatidique. Donc on va commencer à faire du développement web. Alors dans les épisodes précédents, on avait vu comment fonctionnait Figma, comment faire une interface. Et dans cette vidéo, on va commencer donc l'introduction à HTML, CSS. Donc dans un premier temps, il faut préalablement installer VS Code. C'est l'interface que vous voyez directement à votre droite, donc avec l'espèce de petit X. Donc VS Code en fait, c'est ce qu'on appelle un IDE. Donc c'est un logiciel qu'on peut utiliser donc sur Mac et sur Windows et sur Linux aussi d'ailleurs, qui va permettre de pouvoir coder directement à l'intérieur, donc rentrer du code et que ce soit compris du coup par notre logiciel. Ça évite d'utiliser les notepads ou les blocs-notes où on n'a pas forcément un visuel super précis, on n'a pas de couleur et on ne sait pas vraiment ce qu'on fait à l'intérieur. Donc, une fois que VS Code est installé, on va avoir une page qui va s'ouvrir de cette manière-là. Donc on aura une page vide avec une interface à gauche qui va se présenter plus ou moins de la même manière. Donc pour commencer, on va faire fichier et ouvrir le dossier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va commencer le développement, on va directement créer un dossier dans lequel on va mettre tous nos fichiers. Donc le fichier HTML, le fichier CSS, le fichier JavaScript. Ensuite, on finira par mettre le front, le back, etc., etc. Donc on fait ouvrir le dossier. Ensuite, il y a un explorateur qui s'ouvre. Donc là, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais il y a un explorateur qui va s'ouvrir et qui va vous demander où est le dossier. Donc le dossier, vous pouvez le créer sur le bureau, dans les documents, peu importe. D'accord, mettez-le où vous voulez, juste il faut savoir où est-ce qu'il est enregistré. Donc moi, je viens directement récupérer mon dossier. Et une fois que mon dossier est récupéré, VS Code me dit est-ce que je peux faire confiance à ce dossier ou est-ce que je ne lui fais pas confiance? Généralement, quand on crée un dossier en local, donc sur notre ordinateur, on fait généralement confiance. Il ne faut pas faire confiance, par exemple, quand on récupère un code, quand on fait un copier-coller ou qu'on télécharge carrément un repo Git, d'accord? Dans le cas contraire, si on crée localement, on fait simplement oui, je fais confiance aux auteurs. Sinon, après, il va avoir de très très gros problèmes de compatibilité et ça va être compliqué d'avancer. Donc, une fois qu'on arrive ici, à gauche, on voit qu'il y a pas mal d'icônes. Certaines icônes que j'ai moi sur mon bureau, vous ne l'avez pas forcément sur votre bureau à vous. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle des extensions. Simplement installer des extensions avec quelques particularités. On va faire le tour tout à l'heure rapidement des extensions qu'il faut absolument installer pour pouvoir développer correctement. Donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que juste en haut, on a les onglets. Donc, en fait, ici, on peut avoir plusieurs pages qui sont ouvertes. Pour le moment, quand on ouvre un dossier vierge, d'accord, on a juste le bienvenu qui apparaît. Ça veut simplement dire, voilà en gros ton tableau de bord, voilà les dossiers récents que tu as ouverts, voilà ce que tu as fait récemment, etc., etc. Donc ça, on s'en occupe pas du tout. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être l'onglet qu'il y a sur la gauche. Donc là, on a le nom, ça s'appelle l'explorateur. L'explorateur, ici, il va nous permettre de voir les dossiers, les fichiers et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc la hiérarchie, on verra plus tard à quoi ça va servir la hiérarchie parce que ça va être très 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 important. D'accord? Mais grossièrement, ici on va avoir tout ce qui va être fichier et dossier. Pour le moment, je crée rien, d'accord? J'explique juste à quoi sert l'explorateur. D'abord, on va faire les extensions et ensuite on va commencer à créer nos premiers fichiers HTML et CSS. Donc pour les extensions, vous allez donc dans les petits carrés ce qui est écrit extension et ensuite on va rechercher deux extensions indispensables à mon sens. La première, ça sera le Live Server. Donc celui-ci. Le Live Server, d'accord, c'est une extension qui est complètement gratuite, d'accord, donc elle n'est pas payante. Elle permet, quand on débute en développement web, de voir directement le changement qu'on fait en direct. C'est-à-dire que quand on va créer un fichier HTML, pour voir son changement, soit il faut sauvegarder le fichier, soit il faut directement l'ouvrir avec un navigateur. Avec le Live Server, en fait, on va avoir la fonctionnalité de ouvrir un espèce de tunnel en temps réel des modifications qu'on apporte à HTML. On verra plus tard comment on l'utilise, d'accord? Mais cette extension-là est très 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 importante. Ensuite, la deuxième, ça va être le Indent Rainbow. Celle-ci, pareil, elle est gratuite aussi. La majorité des extensions à l'intérieur de VS Code sont gratuites, donc il faut en profiter. Au fur et à mesure de votre développement, vous allez remarquer qu'il vous manque peut-être certaines choses, et c'est tout à fait personnel, donc n'hésitez pas à trifouiller un petit peu l'extension, mais attendez un petit peu, d'accord? Installez simplement le Indent Rainbow et le Live Server, et ensuite vous verrez les autres extensions. Donc Indent Rainbow, ça fait quoi? Indent Rainbow, ça va directement mettre des couleurs par rapport à l'indentation. On verra après, mais en fait, quand on va faire du codage, on a un système, un principe en fait de parents et de enfants. Donc ce qu'on appelle une indentation. Et en fait, ça va être très important parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir positionner nos éléments et de comprendre qui appartient à quoi. Ça, on le verra un peu plus tard dans le code. Une fois les extensions installées, ce qui va se passer, c'est qu'avec l'iServer, en bas, vous aurez un Go Live. En fait, le Go Live, c'est ce qui va permettre de voir directement nos fichiers HTML mis à jour avec nos modifications. Une fois qu'on arrive ici, donc dans notre dossier, ici je l'ai appelé formation YouTube, on va devoir créer un fichier. On est en développement web, on va commencer par la base. Nous, ce qui nous intéresse ici sur notre site, ça va être la structure et ensuite le style. Pour commencer la structure, on commence par un fichier HTML. La base du développement web, ça sera HTML, CSS, JavaScript. On va tous les voir un par un. D'abord, dans un premier temps, on va voir HTML. Je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne, le comment, du pourquoi. Donc, ici, pour créer un fichier HTML, on va ici aller chercher le nouveau fichier. Donc, on clique sur nouveau fichier, il nous crée un petit fichier et il nous dit de lui donner le nom. Alors attention, quand on va créer un fichier à l'intérieur de l'explorateur de VS Code, il va nous demander de définir explicitement son extension de fichier.
L'extension de fichier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'il y a après le point. En général, on a image.jpeg, d'accord? JPEG, en fait, c'est le format du fichier. On a vidéo.mp4, c'est le format du fichier. À l'intérieur de VS Code, on va faire exactement la même chose, mais avec nos langages. Donc ici, on va mettre index.html. Et quand on a mis HTML, ce qui s'est passé, c'est que le symbole à côté de notre fichier s'est modifié. C'est plus maintenant un simple fichier texte, c'est devenu un fichier HTML. C'est possible que le symbole ne corresponde pas forcément à 100%, d'accord? Il y a peut-être des extensions qui sont installées sur le mien, mais grossièrement, vous devriez avoir un symbole pour HTML. Ici, pourquoi est-ce qu'on utilise index HTML? Alors, dans le code, il faut savoir qu'il y a énormément de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, en fait, c'est certains systèmes de codage et d'écriture qu'il faut plus ou moins respecter, que le travail soit plus lisible déjà pour la personne qui l'utilise et pour les autres personnes qui vont modifier. Donc, en général, le nommage, ça sera le index. Attention, hein, le HTML, on peut mettre absolument tout. On peut très bien mettre un test.html, un homepage.html, mon site.html, d'accord? Ça n'a pas vraiment d'impact. Par contre, les bonnes pratiques comme ici index.html, souvent les hébergeurs web se calent du coup sur le nom de fichier. Et moi par exemple j'utilise Hostinger et sur Hostinger, pour que mon site soit lu, il faut absolument que mon premier fichier HTML soit nommé index.html et pas mon site.html, home.html. D'accord? Ça va dépendre d'énormément d'hébergeurs web, mais majoritairement quand on a un premier fichier, on l'appelle souvent index. Maintenant qu'on a notre fichier qui est créé, on a ici un onglet qui s'est ouvert donc avec notre fichier index.html. À savoir, une fois qu'on a le fichier HTML qui a été créé, il faut faire très attention, mais il y a une structure de base à respecter. On ne va pas l'apprendre par cœur, par contre je vais vous montrer une petite astuce à l'intérieur de VS Code qui permet de pré-créer directement ce genre de page. À l'intérieur en fait de VS Code, on a ce qu'on appelle emmet. Emmet en fait c'est une autocomplétion qui est intégrée à l'intérieur de VS Code qui va permettre à VS Code de pré-remplir directement des informations si l'information est connue. Par exemple, on a dit tout à l'heure que VS Code servait pour les langages de programmation, donc pour faire de la programmation. Ici, on a bien dit à VS Code que notre fichier était un fichier HTML. Ça veut dire qu'à l'intérieur, quand on va écrire du langage avec de la syntaxe HTML, automatiquement, il va nous pré-remplir, donc faire une autocomplétion de notre code HTML. Pourquoi? Parce qu'il comprend le code automatiquement. Comme là par exemple, pour créer la base de la page HTML, on va simplement faire un point d'exclamation. Et quand on fait un point d'exclamation, ici on a une abréviation emmet. En fait, c'est simplement l'autocomplétion. L'autocomplétion, il va nous créer le doctype, d'accord, avec le HTML, le head, le body, etc., etc. Donc ici, on appuie sur Entrée. Une fois qu'on appuie sur Entrée, la première fois, ça peut paraître assez brouillon. Il y a énormément de couleurs, il y a énormément d'informations, on ne sait pas trop qui sert à quoi. Ça, on va le voir au fur et à mesure, d'accord? Mais quand on tape sur Entrée, à partir de ce moment-là, Emmet, donc l'autocomplétion, a directement créé une page prête à l'emploi, sans forcément connaître tout ce qui est écrit dessus, d'accord? Nous, ce qui va nous intéresser pour le code, ça va être l'intérieur du body. Je vais l'expliquer juste après. Donc, à savoir sur les fichiers HTML, ici on a un doctype. Le doctype, en fait, c'est le type de document. Ici, c'est dit qu'il s'agit d'un HTML, comme on a mis ici l'extension de fichier HTML. Ensuite, ici, on indique le langage de notre page HTML. ENG pour anglais et FR pour français, d'accord? Ça, pour le moment, on peut très bien le laisser en anglais, ça n'a pas vraiment d'impact pour le moment. Ensuite, ici, on va avoir HTML, d'accord, qui vient compléter cette balise ouvrante. J'expliquerai plus tard ce que c'est une balise ouvrante et une balise fermante, ok? Mais en gros, ici, c'est la balise ouvrante, ici, c'est la balise fermante. C'est pour ça qu'on a deux fois la même balise. Ce qui va être important à l'intérieur de HTML, ça va être directement notre head. Le head, en fait, c'est la configuration de notre page HTML. MetaChartSet, ça va être simplement une compatibilité pour les accents, les caractères spéciaux qui s'affichent bien, d'accord, et pas en forme de carré. On peut le voir souvent sur, par exemple, les téléphones ou les sites qui n'ont pas justement le MetaChartSet. Ensuite, ici, on a le MetaViewPort. Donc ça, c'est simplement pour indiquer la taille par défaut de l'écran de l'utilisateur. Donc ici, Initial Scale 1.0, ça veut dire 100%. Ça, on le verra pas tout de suite, on pourra le voir quand on fera un petit peu de CSS et un peu de responsive. Donc responsive, c'est pour que les éléments s'adaptent à tous les écrans, mais ça, on le verra bien plus tard. Et ensuite, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être le title. Le title, en fait, ça va être le nom que va prendre notre page HTML une fois qu'elle sera ouverte à l'intérieur de notre navigateur. Donc là, par exemple, quand je vais ouvrir mon onglet va s'appeler Document. Ici, si je mets par exemple mon site, à l'intérieur de mon onglet, ça va s'appeler mon site. Donc ça, pour le moment, au début, on peut très bien le laisser en document, d'accord, ça n'a pas vraiment d'impact. Ce qui va être intéressant ici, c'est que la configuration se passe à l'intérieur du head, donc en fait à l'intérieur de la tête de notre document HTML.
Ici, on a ce que j'ai dit tout à l'heure, des balises ouvrantes et des balises fermantes. Les balises, en fait, c'est quoi? C'est tout ce qui est entre accolades. Donc ici, le signe inférieur, le signe supérieur, d'accord? Ça va être une balise. Comment on arrive à différencier les balises X ou Y? En fait, c'est très simple, déjà, on a la couleur. Quand on a la couleur, par exemple ici bleu foncé pour le thème qui est installé sur mon ordinateur, d'accord, on sait forcément que c'est une balise. Le texte est écrit en blanc ici. VS Code donc fait des différenciations de couleurs parce que chaque couleur ne représente pas le même type de données. Ensuite, je vais expliquer très rapidement pourquoi est-ce que ici on a la méta mais on n'a pas de balise fermante. Donc ouvrante, c'est les balises qui sont écrites de cette manière-là, et fermante, on a exactement la même chose, sauf qu'ici on a un slash. Slash veut simplement dire que entre la balise ouvrante et la balise fermante, ça va être mes configurations. Ici dans le cas de head, d'accord? Ça va fonctionner exactement pareil dans toutes les autres balises quasiment. Sauf qu'il y a quelques exceptions. On va avoir des balises qu'on appelle orphelines. C'est-à-dire que les balises orphelines n'ont pas forcément besoin d'avoir du contenu, donc du texte ici écrit en blanc. Donc on peut simplement les définir sans mettre une balise fermante. C'est le cas de méta. Je prends un autre exemple. Ici par exemple, si on prend le H1 pour faire un titre, on va avoir une balise ouvrante et une balise fermante. D'accord? Et à l'intérieur du contenu. Donc dans ce cas-là, si on a du contenu, il nous faut forcément une balise fermante pour indiquer à HTML mon titre commence ici, mon titre finit ici. Ça, c'est très très important pour la structure. Je ne l'ai pas montré, je suis allé peut-être un peu rapide, mais quand j'ai tapé H1, ici on a aussi une abréviation emmet. Donc en fait, c'est l'autocomplétion emmet. Quand on fait simplement un entrée en cliquant sur H1, hop, qu'est-ce qui se passe? Il nous crée automatiquement, grâce à emmet, la balise ouvrante H1 et la balise fermante H1. Et à l'intérieur, il nous met directement le curseur pour mettre le contenu. Ok? Donc ça, c'est la balise normale. Ensuite, il y a les balises orphelines. On va prendre l'exemple par exemple de image. Image, l'autocomplétion nous a généré ce qu'on appelle ici des paramètres, d'accord, mais n'a pas créé, contrairement à H1, de balise fermante. On a la balise ouvrante en fait qui est ici, mais on n'a pas de balise fermante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la balise image est une balise orpheline qui ne nécessite pas de contenu. Elle nécessite des paramètres, mais elle ne nécessite pas de contenu. Donc ici, par exemple, si je mets texte, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il nous faudrait, en fait, une balise ici fermante. Sauf que, hop là, la balise image ne sert pas à créer du contenu de cette manière-là. Donc il ne faut pas l'utiliser. Généralement, quand on va utiliser l'autocomplétion de emmet, il va nous configurer directement la balise dans son état d'utilisation. Il ne va pas nous sortir une balise qui n'existe pas ou alors une balise dans sa mauvaise utilisation. Il va souvent nous montrer la bonne pratique. Ici, c'est un petit peu particulier parce que image, dans la balise ouvrante, a plusieurs choses décrites, contrairement à H1. En fait, à l'intérieur des balises ouvrantes, on peut mettre des paramètres, un peu comme dans le head. Donc en fait, ici dans le head, on a la balise ouvrante, ici la balise fermante, et on met directement la configuration à l'intérieur, entre la balise ouvrante et la balise fermante. À l'intérieur de HTML, on va directement faire nos paramètres par rapport aux balises qui sont appelées. Parce que là, c'est pas un paramètre global, c'est un paramètre par balise. Ok? Les paramètres ici sur mon thème, ils sont en bleu clair, avec un égal, pour lui donner du coup notre paramétrage, et ensuite on a les guillemets, pour donner la valeur de notre paramétrage. Ça, je rentre pas encore trop dans les détails, d'accord, on le verra un petit peu plus quand on va commencer vraiment le codage, mais pour le moment il faut le savoir, c'est simplement que, ici par exemple à l'intérieur de H1, je peux très bien lui mettre une propriété classe, avec une valeur que je vais définir plus tard. D'accord, ça c'est tout à fait possible. C'est simplement que, émettre quand on crée une balise, étant donné que le paramètre n'est pas indispensable, d'accord, le paramètre est facultatif sur certaines balises, dans ce cas-là, il ne le met pas par défaut. Ça veut dire que si nous, on veut rajouter un paramètre, on doit le rajouter manuellement. Contrairement à ici IMG, où par défaut, on avait directement SRC et Alt comme paramètre qui s'étaient auto-complétés. Donc ça, on verra un petit peu après. Mais alors, il faut faire aussi très attention. Si l'autocomplétion de emmet nous met des paramètres à l'intérieur d'une balise ouvrante, il faut se méfier, parce que ça veut dire que ça fait partie des bonnes pratiques et les paramètres ne sont pas là pour rien. Si l'autocomplétion rajoute des paramètres, renseignez-vous sur les paramètres et trouvez la solution pour pouvoir les remplir correctement. Sinon, vous allez perdre en référencement, vous allez perdre en SEO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vous rechercher sur Google, on risque de jamais vous trouver ou alors on vous trouvera à la 50e page. D'accord? Et ça fait partie du référencement. C'est un autre gros bloc, on en parlera bien plus tard. Voilà grossièrement pour les balises. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que pour le moment, on va utiliser que HTML. Donc le head ici, on peut le réduire pour nous faire un peu plus de place. Comment le réduire? Quand on va sur la gauche, à côté du numéro, on a une espèce de flèche. Quand on clique sur la flèche,
VS Code ferme automatiquement la balise ouvrante, d'accord, tout ce qu'il y a à l'intérieur jusqu'à la balise fermante. Donc ici, le head, c'est la balise ouvrante, et /head, c'est la balise fermante. Donc tout ce qu'il y a entre, il va le réduire. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le body. Le body, c'est quoi? Le body, c'est tout ce que l'utilisateur peut voir à l'intérieur de son navigateur. Et c'est là, en fait, où on va créer directement notre page HTML. En fait, si je peux m'expliquer ici, l'interface qu'on voit juste là, notre design qui est juste là, et notre menu qui est juste là, tout ça, en fait, est codé à l'intérieur de la balise body. Tout ce qui est dans le head n'est pas visible par l'utilisateur, sauf le nom de l'onglet, d'accord? Sinon, tout ce qui est en dehors du body ne sera pas visible par l'utilisateur. Donc, quand on commence à coder, il faut faire très attention. On code entre la balise ouvrante et la balise fermante du body. Ok, donc avant de commencer le codage du site, j'aimerais d'abord parler des balises sémantiques. Les balises sémantiques, ça va nous servir pour plus tard. Donc les balises sémantiques, ça fait partie des bonnes pratiques. Ce sont des balises qui portent des noms, d'accord, pour mettre à l'intérieur du contenu. Grossièrement, avant, ce qu'on utilisait, c'était simplement des balises div, d'accord, donc les balises qui portent ce nom-là. Le problème, c'est que les balises div, on va en utiliser partout et surtout n'importe où et n'importe comment. Donc ça, il faut faire très attention. Depuis HTML5, donc la version 5, je vous explique pas trop les versions, c'est pas très utile à savoir, d'accord? Mais depuis une nouvelle version de HTML, il faut utiliser ce qu'on appelle des balises sémantiques. Les balises sémantiques, par exemple, on va prendre le header. Le header, ça veut simplement dire à HTML, ici, on a l'entête de ma page HTML. Généralement, à l'intérieur, on met par exemple une barre de navigation. Ça nous évite de mettre des divs de cette manière-là et de devoir chercher où est mon en-tête. Je dois chercher une div, sur une div, sur une div, encore une div, encore une div. D'accord? Si on a cet affichage-là, trouver l'en-tête devient très compliqué. A contrario, si on utilise la balise sémantique, on sait pertinemment que ce header-là, quoi qu'il arrive, sera mon en-tête de mon site. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes pratiques, ça fait partie du SEO et du référencement. Donc il faut faire très attention à comment on va coder. Je sais que pour le moment, c'est très abstrait ce que je dis, hein. Le codage, au début, c'est très abstrait. On ne comprend pas vraiment le comment du pourquoi. Là, je vous donne des informations. Oui, mais comment on apprend le header? C'est quoi une div? À quoi ça sert une div? Ne vous inquiétez pas, d'accord? On va utiliser ça plus tard. C'est juste pour vous expliquer le fonctionnement d'une balise normale et d'une balise sémantique. C'est très important. Mais généralement, si on commence notre site avec 3 documents et les 3 documents à l'intérieur, on met que des divs, on doit savoir qu'il y a un problème. Si on prend les mauvaises habitudes au début, après c'est très compliqué de les rectifier. Ça peut se faire, hein, je dis pas le contraire, mais par contre ça va prendre un peu plus de temps à retraiter l'erreur et à essayer de ne pas la reproduire. Une fois qu'on a un principe, une méthode qui fonctionne, généralement on passe pas à côté, on fait pas autre chose. On essaye d'aller au bout des choses et on essaie de répéter les choses jusqu'à ce que ça rentre pour du par cœur. Sauf que le codage c'est un peu différent, d'accord? Donc ici on a la balise header. Ensuite on va avoir la balise main qui est en fait directement le contenu principal de notre page. Et ensuite on va avoir le footer. Donc, le footer aussi c'est une balise sémantique qui va indiquer simplement le bas de page. Donc ici on aura probablement la barre de navigation. Ici on aura notre sujet principal, par exemple les jeux vidéo. Et à la footer par exemple on aura les informations des réseaux sociaux par exemple. Donc ça après on définira tout ça directement quand on fait le design. Donc là j'ai pris l'exemple sur le design, ici on a bien du coup les réseaux sociaux, ici on a le sujet principal qui est en fait mon portfolio, et ensuite en haut on a notre en-tête, donc notre header, où à l'intérieur on aura la barre de navigation. Donc pour commencer, je vous ai parlé des balises sémantiques, on va les revoir, d'accord? Pas besoin de mettre pause sur la vidéo, pas besoin d'essayer d'apprendre les balises par cœur. Le codage c'est pas du par cœur, il faut simplement savoir que ça existe, et ça va être énormément de pratique, d'accord? Donc là on va voir les balises générales, donc celles qu'on va utiliser le plus souvent, d'accord? Et ensuite, on verra qu'au fur et à mesure du codage, on va utiliser des balises qu'on utilise un peu moins, mais qui font partie des bonnes pratiques. Donc déjà, pour commencer, le H1, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le H1, en fait, c'est simplement des titres. Donc ici, titre. La particularité de H1, c'est qu'il existe un H1 allant jusqu'à H6. C'est-à-dire qu'ici, on aura un H2 pour un titre 2. Et ça va jusqu'à H6 pour titre 6. La particularité, c'est que certaines balises ont ce qu'on appelle un comportement de style par défaut. C'est-à-dire que ici, en fait, mon titre sera forcément en gras, sera en gros aussi. Le H2 sera un peu plus petit que le H1, vu que le H1 est un titre principal. Le H2 est un titre secondaire, donc plus petit. Et le H6 est un sous-titre, donc il va être encore plus petit que le H1 et le H2. Pour voir en fait la différence, quand on est sur notre document HTML, ici on a le Go Live. On a juste à cliquer sur Go Live. Et on voit directement, d'accord, notre page en temps réel. Donc là, par exemple, j'ai mis le titre. On peut mettre un H3 pour voir la différence de H3. Donc ici, on met titre 3.
Et titre 3, on voit qu'il est un peu plus petit, d'accord, que le titre 2. Pareil pour le titre 2, il est un peu plus petit que le titre 1. Ok, donc ça c'est la hiérarchie des H1, H6. Donc ça après c'est à vous de voir comment faire, est-ce que je mets H2, est-ce que je mets H3, est-ce que je mets simplement un texte et je vais venir modifier ce texte, vous faites comme vous voulez. Sauf que, il faut faire très attention, le H1 est très particulier, il a une utilisation unique. Quand on va utiliser H1, on est censé avoir H1 uniquement une seule fois dans son site internet, pas plus d'une fois. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça va aider à la bonne pratique et au référencement. Donc le H1, ici, on va mettre le sujet principal de notre page. Par exemple, ici, on peut mettre simplement un portfolio. D'accord? Le H1, en fait, il va être lu par les robots de Google et il va permettre de pouvoir ranker si quelqu'un tape un mot-clé qui ressemble à portfolio. C'est-à-dire que quand Google va passer sur le site, il va dire « Ah, mais attends, lui, il a un H1, donc le titre principal, qui dit portfolio. Peut-être que ça pourrait intéresser mon utilisateur qui, lui aussi, recherche portfolio. » D'accord? Ensuite, le H2, le H3 jusqu'au H6, on n'a pas vraiment de limite. On peut très bien utiliser ça 46 fois dans la page, ce n'est pas très très grave, d'accord? Mais il ne faut pas oublier que ça sert pour des titres et pas pour du texte. Donc ça, il faut faire très attention. Voilà pour les titres. Ensuite, ce qu'on va avoir, on va avoir la balise P. La balise P, en fait, ça veut simplement dire un paragraphe. Donc le paragraphe, en fait, c'est carrément juste du texte. À l'intérieur de VS Code, on a aussi une autocomplétion qui s'appelle un lorem. Donc en fait, quand on va commencer le codage, on n'aura pas forcément du texte sous la main, donc on va créer ce qu'on appelle un texte aléatoire. Pour créer un texte aléatoire, on va simplement écrire lorem, et lorem, ici, on a directement l'autocomplétion emmet, qui va venir intégrer du texte aléatoire. Donc là, quand on fait entrer, je n'ai pas donné de texte, il a lui-même intégré un texte. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir un long texte et de comprendre en fait le comportement de notre balise par défaut. Donc là, j'ai tapé un texte long, on voit que le texte il est quand même beaucoup plus petit que le H1. Hop là, est-ce qu'on peut grossir ça? Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc le titre il est en gros en gras, alors que notre texte en bas est un peu plus fin et beaucoup plus petit. Ok, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois sur certaines balises, on a des comportements de style par défaut. Le H1, donc les titres, en font partie. Donc on a le texte en gras avec le texte beaucoup plus gros. Après, vous verrez au fur et à mesure, hein, il faut tester quand on utilise une balise, on entre la balise et on teste. On voit le comment du pourquoi. Ensuite, ce qu'on va utiliser pour notre menu, après, on va utiliser les listes. Donc pour les listes, on a des listes ordonnées et des listes non ordonnées. La différence, c'est qu'une liste ordonnée aura une liste à puces avec le 1, le 2, le 3, donc numérotée, et une liste non ordonnée, simplement une puce. Donc un rond, un carré, un triangle, ça peu importe, après on va pouvoir le modifier comme on veut. Donc, ici, on a un UL. UL, c'est une liste non ordonnée. Pour une liste ordonnée, on va mettre OL, liste ordonnée. Pour les retenir, ici c'est très facile, LO, liste ordonnée, simplement. Pour non ordonné, d'accord, le U en fait il est simplement en anglais. D'accord, donc c'est pour ça que je donne pas l'astuce. C'est vrai que ça je vais pas parler, mais alors le codage ça va être très souvent du code en anglais. On va pouvoir mettre du texte, on va pouvoir mettre des paramètres en français, d'accord, ça n'a pas d'impact. Par contre, quasiment toutes les balises et toutes les méthodes, après on verra à l'intérieur de JavaScript, seront en anglais. Donc si vous êtes nul en anglais, pas de panique, d'accord, ça va rentrer au fur et à mesure. Moi aussi j'étais très nul en anglais, par contre à force de les écrire, on comprend un peu plus. Donc UL. UL c'est un petit peu particulier, d'accord, pareil que OL, d'accord, les listes à l'intérieur. C'est simplement un comportement par défaut. On dit à HTML, ben à l'intérieur de cette balise, donc entre la balise ouvrante et la balise fermante, on va faire l'intégration d'une liste. Pour mettre les listes, ici, on aurait très bien pu mettre un P, élément 1. Sauf que, ici, on n'a pas la puce. Pourquoi on n'a pas la puce? Parce que P est une balise par défaut qui est utilisée pour du texte. Elle n'est pas utilisée pour les éléments d'un tableau. Donc, la balise utilisée pour les éléments d'un tableau sont un LI. Donc ici, facile à retenir, ça fait partie des éléments de la liste. LI, liste. Ok, on ne retient que ça. Et ici, quand j'ai mis le LI, ce qui s'est passé sur notre site, c'est que ici j'ai un point, j'ai une puce en fait. Donc ça, c'est un point parce qu'on est à l'intérieur d'une liste non ordonnée. Si j'avais fait la même chose dans le OL, on aurait eu une liste, mais numérotée. Donc 1, 2, 3, etc., etc. Donc là, ça ressemble à ça, et là, ça ressemble à ça. Non ordonné, puce, ordonné, numéro. Et ensuite, ici, on peut créer plusieurs choses. Élément 1, identique en bas. Élément 2, élément 3, etc., etc., etc. Et ça fonctionne exactement de la même manière, juste en dessous.
Ok, ce qui change vraiment ici, c'est la balise qui est utilisée. OL pour les chiffres, UL pour les puces. Donc ça, grossièrement, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Les H1 pour les titres, le P pour le texte, les UL, LI pour les listes, d'accord. Et ensuite, il y a une autre div, on en a parlé juste avant. On va l'utiliser, mais d'une manière assez différente que celle-ci. Celle-ci, d'accord, ça va être des balises qui vont contenir du contenu. Sauf que on va devoir être amené à utiliser les divs qu'on a parlé tout à l'heure. Les divs, en fait, ça va permettre de pouvoir faire le placement. Et ils vont servir à quoi? Ils vont servir aussi à regrouper des éléments qui portent le même nom, le même sujet. Ici, par exemple, on parle d'un portfolio, mais on va parler, par exemple, d'un projet. Ben, notre projet, ça va être un H2. Pourquoi je mets un H2? Parce que le H1 est déjà utilisé et le H1 est à usage unique. On va avoir le H2 et on va mettre, par exemple, le projet site vitrine. Et ensuite, à l'intérieur, je vais avoir un texte, donc un lorem, qui va expliquer ce que fait mon site vitrine. Ok? Donc en fait là j'ai mis tous mes éléments, donc le P et le H2 à l'intérieur du div. Pourquoi? Parce que après en CSS, je vais m'amuser justement avec cette div là pour placer mes éléments côte à côte, par colonne, à gauche, à droite, inversement, on va changer la couleur, la disposition, on peut tout faire après. À savoir, c'est que quand on fait du HTML, la structure est super importante, et j'insiste bien là-dessus. La structure est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de placer nos éléments correctement. Si la structure HTML de base est très mal créée ou alors pas assez réfléchie, le problème c'est qu'arrivé au placement, on va perdre un temps monstrueux. Donc ça, il faut faire très attention. Vous inquiétez pas, hein, ce que je dis encore une fois, je sais que c'est très abstrait, d'accord, mais on verra un peu plus tard comment faire du coup pour créer une bonne structure. Et c'est là où on a utilisé Figma. C'est ça que ça va nous servir. D'ailleurs, pour information, ici, on voit qu'on a les couleurs d'indentation. En fait, l'indentation, tout à l'heure, je parlais des principes de parents et enfants. UL est notre déclaration de liste, et LI, en fait, ce sont les éléments qui sont contenus à l'intérieur d'une liste. Donc là, en fait, l'indentation nous permet simplement de dire que les LI sont placés en enfant direct de UL. Je ne rentre pas trop dans les détails, d'accord, on verra ça quand on verra les flexbox. Donc, là, on a vu le H1, le P, la liste et la div pour regrouper tous les éléments. Je ne vais pas tous vous les montrer, d'accord? Je vous expliquerai chaque balise une fois qu'on va commencer du coup le codage, donc l'import de Figma sur HTML. Donc on verra ça au fur et à mesure. Vous stressez pas si vous êtes en train de vous dire ah oui mais non mais je comprends pas, mais la balise, d'où est-ce qu'elle sort, le comment du port, on s'en fiche. Si vous connaissez pas la balise, tu notes sur un petit papier, d'accord? Tu cherches un peu à quoi ça sert, et ensuite c'est en pratiquant, d'accord, que ça va rentrer tout seul. Pas besoin de te mettre une semaine dessus à essayer d'apprendre à fond toutes les balises qui existent sur cette terre, ça ne sert absolument à rien. Ça va rentrer au... Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, j'ai simplement survolé le début de HTML. Dans la prochaine vidéo, on fera du coup la déstructuration de Figma, donc directement pour pouvoir le coder en HTML. Donc la déstructuration, ce que j'appelle par là, c'est de directement pouvoir décomposer nos éléments. Donc là, par exemple, notre logo avec notre menu et notre bouton. Donc pouvoir le décomposer mentalement pour pouvoir l'intégrer ensuite à HTML pour après ne pas avoir à galérer pour le positionnement.